les deux là, on sera de retour à partir de 10h le 2024. Et le showcase international de Lichtenberg sera là demain, ça devrait toute la journée sans pause. Allez mesdames et messieurs, on va pouvoir aider avec la présentation. La présentation des officiels de cette mesdames et messieurs, merci d'accueillir et nous applaudir encore les deux délégués de cette rencontre. Ladies and gentlemen, please welcome to two delegates from this game. Yanis Menonis from Greece and González Cáceres from Spain. Soyons pour les deux arbitres de la rencontre, deux arbitres français, please welcome the two referees from France and the Italian and Mathieu Monac. Mesdames et messieurs, c'est-à-dire la team Mira, ladies and gentlemen, please welcome the team Mira, the number 3 from Spain, Astucio Batista. The number 6 from USA, Christine Monsu. Number 7 from Denmark, Ina Rossi. Number 8 from Hungary, Allez, nous sommes de retour pour ce dernier match de cette belle journée de beach handball. On a eu au préalable la victoire de l'équipe de France masculine face à la team Draco. Ce dernier match, c'est l'opposition de l'équipe de France féminine face à l'équipe Mira. Et bon, on a assisté à un match prenant, un match intense de l'équipe de France, s'est imposé 2-7-0 et donc ça mérite bien de donner la parole à l'un des acteurs de cette victoire de l'équipe de France masculine, Mathias Bertrand, qui est à mes côtés pour commenter cette rencontre. On aura peut-être aussi Patrice Annonay qui va passer une tête sur ce dernier match avant de se plonger dans ce match féminin. Mathias, eh bien, on a envie déjà de te féliciter, toi, tes coéquipiers pour le spectacle, et te remercier parce qu'on s'est vraiment régalé. Est-ce que toi, de l'intérieur, tu as ressenti des aussi good vibes? Ah ben déjà avec un public comme ça qui est en feu, c'était incroyable. On s'est senti quand même poussé par le public, et c'est vrai que avec une défense comme ça, nous en attaque, on a été obligé de tout mettre au fond, donc on a vécu un vrai moment ensemble et c'est super. Donne-nous un petit peu les dessous de la performance, parce qu'on a analysé comme tel avec Jérôme Roland qui est à mes côtés au commentaire, de se dire que, je vais faire une caricature, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, on est un peu comme comme un match de foot où on a une équipe de division inférieure qui affronte des pros, des joueurs plus confirmés avec leur palmarès. Eh bien, ça décuple la motivation. Ah oui. Et c'est comme ça que vous avez abordé ce match. Ah, c'est vrai que chaque joueur de ces équipes All of Team ont participé au mondiaux, parce que nous on n'y est encore jamais allé. C'est un des objectifs dans le futur. Et c'est vrai que de jouer contre les meilleurs joueurs du monde, ça nous motive encore plus et ça nous donne vraiment envie de nous surpasser. C'était quoi un petit peu les discussions lorsque vous avez déjà remporté le premier set? Parce que on va faire une petite ellipse sur le premier match de l'après-midi. Vous aviez été très bon sur 6-7 minutes face à Pegasus avant bien de faiblir un petit peu physiquement. Là, vous avez tenu jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a fait la différence en comparatif de ces deux matchs? Ah ben là, on savait que vu que c'est des très bons joueurs, ils allaient nous attendre. Donc on s'est dit, il faut qu'on continue à tout donner. Et ces 10 minutes, il fallait que ces 10 minutes, on mette la tête au fond et que on lâche rien. Ouais, sauf que là, vous avez eu les Oui. ressources nécessaires, et on sait, et là on va aussi en parler sur le match à venir, cet aspect psychologique. Vous aviez remporté le premier set et vous avez réussi à rester focus. Exactement. Pour remporter le deuxième. C'est le plus dur, c'est de rester, une fois qu'on gagne le premier, de pas se relâcher pour aller au shootout. Parce que les shootouts, c'est un peu comme lancer une pièce en l'air.
Donc on préfère pour réussir à rester concentré et gagner ce deuxième set pour assurer. Ouais, 2-7 à 0, on en parlait avec ton coéquipier Benjamin Lego qui nous disait bien ouais, c'est certes un showcase, certes ça n'est pas une compétition officielle, mais dans le futur, cette rencontre, cette performance va faire date pour se dire on est capable de le faire. Ah oui, on a envie de prouver qu'on a notre place dans les gros tournois et de tout donner pour montrer cela. Bon, et bien voilà, on espère que déjà à court terme cette performance va servir pour demain. On retrouvera cette équipe de France dès demain le troisième et dernier jour dans ce showcase avec l'équipe de France qui va affronter Aquila. Ce sera demain à 14h. On te laisse te reposer. On te remercie d'être passé à notre micro. Mathias Bertrand, le joueur de l'équipe de France. Merci Mathias et à demain. À demain. Allez, on va faire des changements. Comme un entraîneur, je suis là, Mathias Bertrand, que je remercie, avec l'arrivée de Patrice Annonay. Papat, on est content de t'avoir parce que on a eu Jérôme Roland qui était avec moi sur le match d'avant. On a eu Mikaï, on a eu Eric Quintin et lorsqu'on parle de ces personnes, on peut s'y ajouter dans les personnalités qui ont été chevilles ouvrières dans la promotion du beach handball. Tu peux nous expliquer, toi, tu étais encore en activité, hein, et comment tu es venu vers cette discipline? Tout simplement, je suis venu par ce côté un peu fun et surtout équipe camaraderie par rapport à Michael Hilles qui lui a vraiment fouillé et cherché un peu dans tous ses potes qui avaient des qualités un peu pour découvrir ce sport et puis aussi le pratiquer. Et ça a été comme ça. Voilà, j'ai répondu tout simplement à son appel avec d'autres joueurs à l'époque qui étaient des joueurs principaux de clubs de handball indoor. Hein. On avait commencé avec beaucoup de joueurs indoor et ça m'est venu comme ça. Et puis on a monté une équipe avec beaucoup de camaraderie, beaucoup de fun. On a participé tout de suite au championnat d'Europe à Zagreb et puis l'histoire s'est construite comme ça. Et pour des présidents, des entraîneurs qui seraient frileux de libérer les joueurs, toi tu quand même t'étais pas dans n'importe quel club, t'étais au PSG, hein, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Bien explique-nous, bien voilà, il n'y avait pas eu de soucis, t'avais averti ton club et qui ne mettait pas de veto. À l'époque, j'étais pas au PSG, j'étais à Tremblay en France. À Tremblay, mais je te rejoins. C'était une problématique pour les présidents, les entraîneurs et tout à l'époque. Seulement. À cette époque, il fallait aussi présenter le beach handball comme un sport complémentaire à l'indoor. Moi, personnellement, quand j'en ai parlé avec mon club, ils n'étaient pas contre. Personnellement aussi à Tremblay, ce que je me rappelle, je leur avais vendu le truc en disant mais vous avez aussi un terrain derrière le gymnase qui est utilisé que l'équipe pour le volley et pourquoi pas développer le beach handball dans le 93 aussi. Donc en fait voilà, il fallait enrober les choses par rapport aux gens qui étaient en poste à la direction pour nous laisser un peu aller pratiquer ce sport qui est aujourd'hui en train de monter constamment et d'année en année. D'ailleurs, je remercie la fédération parce que le site, vous voyez, il est magnifique aujourd'hui. Le soleil est au rendez-vous. On a besoin de ça au beach pour que ça soit aussi sympa. Et en plus, il y a de la performance et les équipes sont fortes. La performance illustrée par la super victoire de 7-0 juste avant de l'équipe de France face aux joueurs que tu as vu lorsque tu as goûté à la discipline. On a vu avec les Croates, les Brésiliens, les Portugais. Tu as vu le chemin déjà parcouru entre quand tu as titillé la discipline et maintenant cette équipe de France qui est capable d'accrocher les meilleurs joueurs au monde. Écoute, j'ai regardé le match attentivement. Sincèrement, je pense que dans l'équipe actuelle, il y a Maxence Galas qui a joué avec moi dans les buts. Il y a Alex Silius, spécialiste de la défense, et le reste je ne connaissais pas, mais j'ai vraiment découvert beaucoup de qualités, des qualités d'explosivité dont on a besoin aussi pour le beach, des qualités aussi de feinte. De coordination parce qu'il y a des 360 à faire, c'est pas aussi simple même si à l'image ça rentrait bien les appuis dans le sable il faut y aller et sincèrement surtout une équipe très très combative et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont présenté. Le combat aussi qui se transmet dans
avec l'équipe de France féminine, parce que oui, ça, on n'en a pas trop parlé hein, de cette transversalité et vraiment, il y a une équipe de France, mais il y a un groupe France, parce que régulièrement, c'était le cas encore dernièrement en Bulgarie à Varna, où régulièrement les sections masculines et féminines sont ensemble. Effectivement, les filles aujourd'hui, pareil, dans le même sens du projet, ils ont gardé quelques anciennes pour faire le socle un peu. Et puis là, je découvre de jeunes pousses qui sont passés par les U17, hein, parce que c'est un peu aussi l'avenir. Les U16 d'ailleurs, hein, dernièrement ont été argentés dans le dernier championnat d'Europe. C'était la première médaille significative hein, dans l'équipe de France de beach. Exactement. Donc, sincèrement, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'évolution dans ce sport et j'espère en plus que avec le plateau qu'on a aujourd'hui et les joueurs étrangères qui ont fait le pas pour venir en France pour ce showcase de beach handball, j'espère que ça va donner envie aussi aux nouvelles générations de s'y essayer. Ouais, ça donne envie à pas mal de personnes. Avant toi, dans la journée, il y a Camille Eglan-Sorina qui est venu avec moi, et bon, qui connaît bien sûr, qui a de l'amitié pour Marion Limal, la coach de l'équipe de France, dans quelques équipes indiennes. Je vais lui demander, lors d'un stage, bien de m'essayer. Elle n'a pas dit qu'elle va enfiler la tunique bleue, mais réenfiler la tunique bleue, mais en tout cas, elle va s'y essayer. Et son mari, Guillaume Sorina, qui lui est en train de prendre au Como, dit, mais finalement, j'ai vu des bonnes choses, et je vais prendre contact avec mon ancien coéquipier Paul Bourriou, qui est avec moi à l'USAM, pour mettre ça en place. Et là, la question que je vais te poser, c'est toi, en tant que gardien, parce que là, on a Hélène Falcon, la gardienne de l'équipe de France, qui est une joueuse professionnelle, joueuse de l'âge actuellement de D2F, mais qui est une joueuse de LFH. Lorsqu'on est gardien, quels sont les avantages que l'on tire d'être un gardien d'indoor au beach et inversement? Alors, je pense que les qualités d'explosivité sont indéniables et ça, c'est transversal avec l'indoor. Des qualités de réaction et surtout de lecture dans le tir parce que on a souvent des tirs qui sont chauds. Hein. L'extérieur sur le beach, sauf s'il y a une passe au pivot au milieu, mais c'est souvent les 360, c'est sur l'extérieur et ça équivaut à des tirs pour ceux qui connaissent un petit peu le handball indoor, à des tirs entre le poste 1 et le poste 2 pour un gardien de but. Donc pour moi, c'est une bonne évolution dans cette lecture de tir, même s'il y a la vrille des positions sont avant, mais dans le positionnement et en plus dans la lecture et la relation avec le contre, qui est hyper important au beach handball et qui prend beaucoup de place aussi pour les gardiens de but dans la relation avec leur défense. Alors, on va recoller un petit peu à l'image avec cette équipe de France face à l'équipe Mira, l'équipe de France qui dispute là son quatrième match depuis les Pro Showcase. Il y a eu 3 défaites jusqu'alors, mais à chaque fois en remportant le premier set, à chaque fois en perdant au shootout. Et ça aussi, bien sûr qu'on n'a pas de shootout en indoor, mais c'est un exercice où on travaille le mental indéniablement. Effectivement, le shootout est une particularité du beach handball, ça équivaut au 7 mètres en fait en indoor, avec une balle qui part du gardien de but sur une petite contre-attaque et un jeu entre le gardien de but adverse qui peut intercepter et sortir de sa zone, voilà, sur la longue passe, et même pouvoir jouer aussi le passage en force. Voilà. C'est quelque chose qui est assez inhérent au beach handball, mais qui est aussi très spectaculaire à voir. C'est la bagarre avec cette équipe. Cette équipe Mira en face, tiens, on a devant nous, on l'a vu tout à l'heure en défense, c'est un nom, tu vois, la numéro 33 allemande, un nom qui était sans doute familier. Kretschmar, la fille d'un certain Stéphane Kretschmar. C'est sûr que oui, lorsqu'on voit le père, voilà, elle est là glissée. La fille de Stéphane Kretschmar, et bien voilà, pour être dans la lignée de notre discussion, qui évolue en Bundesliga. C'est une joueuse d'indoor qui est vraiment une référence en termes de défense du beach handball, mais qui est arrière gauche dans le handball indoor et qui croisera le fer avec les Neptunes de Nantes en EHF Cup cette saison. Voilà, la voici à défendre avec ce ballon bien libéré pour Thaïs Vigourou. 2007, on parlait de ces jeunes pousses, ne pensez pas si bien dire, elle est de 2007, Thaïs Vigourou. On a 2 joueurs de 2007 dans cette équipe de France. C'est intéressant, justement. J'espère que la petite anecdote Kretschmar et sa fille qui participent à ce showcase donnera encore plus de poids au fait de pouvoir libérer les joueurs et les joueuses
pour le beach handball et surtout, c'est pas que le beach handball quand même. Pour le drapeau français, on est quand même sous la bannière de Bleu Rouge, on représente une discipline de notre pays où on essaie d'évoluer et je pense que tout est possible dans notre sport, dans l'évolution. Pas de réussite ici pour Awen. Awen qui a touché le poteau et le ballon qui a roulé devant la ligne, bien sûr. Ça aussi, on a pu s'en apercevoir. Ces côtés incertains dans les rebonds. On a quand même vu une roucoulette. Horace Quintin qui va placer le roucoulette sur le fameux gardien hongrois. Ouais, il fait des grands yeux, c'est audacieux et ça avait fonctionné. Ah, il reste un petit peu plus d'une minute dans ce premier set avec l'intervention de la gardienne portugaise. Le deuxième ballon pour Laurine Perrault. Pas plus de réussite. Tu nous parlais de la relation défense-gardien. Ouais, là aussi, c'est encore plus important. Hein. Est-ce qu'on a l'habitude, justement, on sait comment a l'habitude d'évoluer son défenseur et puis d'anticiper l'autre côté comme ça se fait régulièrement. Alors un peu plus techniquement, je dirais, on fait des choix en fait avec le défenseur, c'est-à-dire que comme en fait c'est des tirs qui sont excentrés, donc sur le côté, on demande au défenseur un maximum de prendre le point loin. Et nous, le gardien, on essaie de piéger plutôt côté court, puisque après la vrille, logiquement, le ballon devrait finir plutôt premier poteau si le contre est bien sûr deuxième. Mais après, il y a énormément de qualité physique aussi. Il y a des joueurs sous la vrille, des joueuses aussi sous les vrilles qui sont capables aussi de sortir le bras et d'aller chercher la licorne au deuxième poteau. Donc, c'est ce qu'on vient de voir sur le dernier tir. Qui a réussi à faire Thaïs Vigourou. Et malheureusement, derrière, il y a Christine Mansour, l'américaine, qui marque 2 points supplémentaires et qui va assurer le gain de ce premier set pour la team Lira, une équipe de France, qui a bien défendu son territoire, mais qui a manqué peut-être de justesse au moment où l'équipe adverse est passée devant. Et lorsqu'on parle des détails, là, on est encore plus dedans. Oui. Et je tiens à dire aussi que elle est face à quand même à une équipe. Là, je suis en train d'observer un peu les joueuses de l'équipe en face, qui est adversaire de l'équipe de France. Et je reconnais quelques joueuses qui ont participé à des championnats d'Europe auxquels j'ai participé aussi, et qui a de l'expérience en fait. Ah ouais. Il a énormément d'expérience. Et c'est pour ça que je dis que en fait que le plateau que la Fédération française de handball a pu mettre en place sur ces 3 jours avec énormément de qualité, parce que là quand on voit les joueuses en face évoluer, voilà, je reconnais quelques têtes d'affiche étrangères. Lucie-Marie Kretschmar ou encore Asuna Batista, l'Espagnol. Bon, allez, on va se ressaisir les consignes de Marion Limal et de Paul Mouriou. Petit break et on revient très vite pour le deuxième set.
Allez, nous sommes de retour pour ce deuxième set entre l'équipe de France et la Team Lyra. L'équipe de France a bien bataillé, mais il en manquait un petit peu pour remporter le premier set. Victoire 20-16 de la Team Lyra. Gageot, il y a eu des petits rectificatifs le temps de la pause avec cet entre-deux entre Thaïs Bigourou et Christine Monde sur l'américaine qui, depuis le début du showcase, n'a pas perdu énormément d'entre-deux, il faut bien l'admettre. Patrice, je profite de t'avoir à mes côtés parce que ceux qui nous suivent, bien sûr, sont des amoureux de beach, de handball et donc peut-être certainement des supporters du Paris Saint-Germain. Je sais que tu es l'entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain avec un groupe qui a déjà, me disais-tu, repris l'entraînement. Oui, on a repris dès lundi dernier. Voilà, on est en phase de préparation avec pratiquement 2 entraînements par jour. Le matin, plutôt, on est sur de la muscu et tout ce qui est aérobie. Et le soir, on a déjà repris le handball. Voilà, c'est une forme jouée un petit peu plutôt sur un but parce que l'effectif est un petit peu réduit. On a quelques joueurs en sélection sur ces JO. Mais voilà, ça c'est sérieux, ça bosse dur, ça bosse bien. Et on aime toujours en tant que coach ces débuts de saison où il y a toujours une bonne énergie de la part de tous les joueurs et une envie de vivre une saison extraordinaire et que je l'espère pleine de belles histoires à raconter à vous. Le championnat de France, ce sera début septembre. En attendant, évidemment, on va vivre avec passion les matchs des équipes de France. Ce soir, on rappelle l'équipe de France féminine qui va disputer son deuxième match face aux Pays-Bas. Ce sera à 21h. Hier, malheureusement, l'entrée en lice des garçons a été plus compliquée. Qu'est-ce que tu en as pensé après cette défaite assez importante face aux Danois? Écoute, je vous ai trouvé un peu timide en fait dans notre jeu collectif, je dirais, concerné par l'événement. Alors est-ce que c'est parce que c'est ici en France et ce qui a eu un petit peu plus de retenue, je ne sais pas. Mais voilà, ce n'est qu'un premier match. Je crois que dans cette compétition, les matchs les plus importants commencent au quart de finale. Il faut qu'on en gagne encore 2. On joue la Norvège dès demain soir. Puis l'Égypte, ça va être 2 gros matchs encore parce que c'est la Norvège qui est une très grosse nation européenne. L'Égypte qui est en train de monter petit à petit. Franchement, c'est une très beau jeu. Et globalement, le niveau, même si on est sous des JO avec des équipes, je veux dire, à qualité mondiale, mais les équipes européennes quand même prennent le pas. J'ai vu un très beau Suède, Allemagne hier, juste avant le France-Danemark, et qui avait donné le ton surtout sous les gardiens, et puis surtout avec Andreas Palicka qui est chez nous. Et il y avait un vrai duel entre Wolf et Palicka, et c'était un très beau match et plaisant à voir. Ouais, on avait déjà vu lors de notre préparation cette équipe d'Allemagne qui certes joue à domicile. On s'est dit ok, bon, elle est à domicile, mais on avait déjà vu des prémices d'une équipe assez costaud et ça s'est confirmé hier. Ce but tout en touché, ce lob de Line Larsen, la spécialiste habituelle du Danemark, Thaïs Bigourou, que l'on voit vraiment gagner en maturité. On a évoqué son âge tout à l'heure, elle a 17 ans, elle n'a pas encore 18 ans, Thaïs Bigourou. Et lorsqu'on voit ce qu'elle est capable de faire et qu'on sait toujours à cet âge-là, on a une marge de progression, on peut être que très optimiste. Allez, le tir raté, une fois n'est pas coutume, d'Asuncion Batista Assoun. Ouais, tu parlais bien qu'il y avait des visages familiers, bien sûr que c'est une des figures du circuit. Elle qui a tatoué beach handball là sur le torse, plein de tatouages dans le beach handball. Elle vit beach handball, elle est surnommée l'impératrice au pays en Espagne, elle qui aime aussi à se rapprocher des brésiliennes pour échanger. Oui, on a un peu comme au vraiment la touche sud-américaine qui donne un surplus de spectacularité. On a vu avec les Argentins et les Brésiliens, avec notamment, et là je pense que tu les connais, tu l'as bien vu affronter, Bruninho, il nous a régalé. Ouais. Alors, imagine qu'un joueur comme ça, en demi-centre, je pense qu'il ne déparerait pas avec sa qualité de l'épaule. Ouais, surtout en indoor. Ouais. Après, la particularité que tu dis là, quand tu parles de différents pays aussi, c'est que le beach handball, c'est avec à l'inverse de l'indoor qui est quand même très centré européen. Le beach handball est vraiment sur un maillage mondial. Voilà, il y a autant des équipes d'Amérique du Sud, des équipes du Qatar qui sont très fortes, l'Égypte. Voilà, c'est vraiment un sport assez
universelle, j'ai envie de dire, une pratique universelle et on rencontre vraiment tout type de handballeur et tout type de beach handballeur. On parlait du Brésil. Voilà, Nathalie Sena qui ajoute un but pour cette équipe Lira. L'équipe de Français est encore devant elle. On va essayer de garder le lead du score. On n'a pas encore atteint la moitié de ce deuxième set avec ce ballon qui était à destination de Laurine Perrault. C'était difficile, la bonne défense de la team Lira. Pour ajouter encore dans les aspects du beach, il y a l'aspect fair play, l'aspect festif. Et ça, je pense que ça a dû te plaire, hein, évidemment. Bah oui, on a été à l'époque des fervents défenseurs de tout ce fair play et surtout de ce côté un peu festif. C'est vrai que ça a été une entrée pour nous au départ à l'époque avec des joueurs connus comme Joanne Bosbu, comme Crétin aujourd'hui qui est coach aujourd'hui des Frontignan. Voilà, il y a beaucoup de camaraderie, beaucoup de partage dans ce sport. Et c'est pas seulement entre nous, c'est surtout entre les nations. Alors, Oui. Aujourd'hui, j'ai croisé des joueurs contre qui j'ai joué, des Hongrois, des Croates qui m'ont reconnu. On s'est pris les bras, les uns dans les bras, et parce qu'on sait ce qu'on a partagé, et il y a aussi ce côté un peu fair play et respectueux. Et ça, on a presque envie de dire que malgré même plus de 20 ans de carrière en indoor, il y a peut-être presque pas autant cette confrérie. Effectivement, peut-être pas. Bon, disons qu'au beach handball, il y a aussi la troisième mi-temps qui aide beaucoup. Eh oui. Un peu plus. Eh oui, on se retrouve, bien sûr. Il y a l'aspect compétition. Là, on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire, on n'est pas dans le sport amateur, on n'est pas dans le sport wrestling. C'est un finaliage de ces deux. C'est un bon compromis. Un bon compromis pour avoir l'aspect compétition et bonne humeur, bonne ambiance. L'équipe de France est encore devant et est-ce qu'on va avoir ce scénario qui va se répéter avec tous les matchs qui se sont quasiment soldés par des shockouts. Allez, Thaïs Bigourou. Le ballon a été touché par la défenseur puis par la gardienne lorsqu'on parlait d'un travail d'équipe. Alors là, on a l'illustration. Ouais, dans la relation contre gardienne de but, ça a été totalement ça sur très beau 360 de la joueuse française, mais elles étaient 2 contre plus la gardienne, donc ça en fait 3. C'était un peu compliqué à pouvoir passer tous ces idées. Ouais, Nathalie est à l'intérieur, là. Incroyable. Difficile à capter ce ballon. Ouais. Elle a gardé la lucidité après la captation du ballon pour pouvoir aussi le mettre au fond. Avec Thaïs Bigourou qui retourne au contact pour redonner 2 points d'avance à l'équipe de France. L'interception et forcément c'est qui tout double lorsqu'on tente l'interception comme ça. Ben oui, parce qu'en fait, le beach handball, on a toujours une sécurité numérique avec un pivot à l'intérieur. On est à 4 contre 3 en attaque. Donc c'est vrai que si on se livre et qu'on se rate une interception, on se retrouve très vite sur un décalage sur les côtés. On va poursuivre, Patrice, avec notre fil rouge du parallèle avec le hand indoor. On voit bien souvent des équipes qui ont du mal à gérer les situations de supériorité numérique. Là, on est systématiquement en situation de supériorité numérique. Alors dans les aspects bénéfiques des joueurs du beach handball qui reviennent après dans leur club, là, ça nous donne un peu plus d'assurance, de fixation, de précision dans la libération de balles. Oui, effectivement, avec une fixation qui démarre parfois sur l'extérieur, il faut tout de suite lire si j'ai 2 joueuses qui viennent sur moi, ça veut dire que j'en ai une de libre. Donc forcément, il y a un décalage et ce qui peut donner une situation de tir beaucoup plus aisée aussi à la joueuse. Il y a aussi ce jeu autour de la pivot qui là, comme on voit là, qui décroche un petit peu. Et là, voilà, magnifique, ça finit par un kung-fu. Mais voilà, il y a ce côté un peu de lecture aussi dans le jeu en supériorité numérique qu'on a dans le beach handball qui devient plutôt inné. Donc ces joueuses, quand elles l'ont ici, quand elles reviennent en club, elles ont aussi avancé sur cette vision un peu de ce jeu en supériorité numérique. Et on a pas mal parlé aussi des relations pivots. On a pu voir tout au long de ce showcase, bien sûr qu'on a des joueuses, des stratégies comme ici avec la pivot américaine, mais également, et ça c'est ce qui a fonctionné avec l'équipe de France, de jouer à plat, de jouer 4 tours comme on dit. Et comment quel est le critère pour opter pour l'une ou l'autre des solutions? Alors ça dépend, je pense, surtout de la taille du pivot.
effectivement, si tu as un pivot qui fait 2 mètres, à l'époque, on avait Jonathan Minori, c'est sûr que les défenses contre nous, elles étaient plutôt à plate, parce qu'elles ne voulaient pas perdre contre lui. Pour rappel, hein, c'est le pivot à l'époque de Toulouse, 2,10 m. Hein, exactement, 2,10 m, et qui était une arme incontestable pour nous quand j'étais dans le sable au beach handball. Et c'est surtout si ce type de pivot, après si c'est un pivot plutôt petit, on peut défendre, on peut s'autoriser à sortir un petit peu sur les extérieurs et peut-être être plutôt dans la trajectoire de balle sur le pivot. Ouais, pour rester sur le pivot, l'autre question, comment parer à cette arme qui est Christine Mansouf, que l'on voit performant depuis tout à l'heure, même si notre arme à nous, c'est Thaïs Vigourou qui vient marquer et redonner l'avantage à l'équipe de France, qui aura une dernière possession pour peut-être avant-dernière possession pour la team Lyra, pendant le temps mort. Éclaircissement justement comment parer à Christine Mansour, que vont peut-être une nouvelle fois chercher cette team Lyra. Je pense que l'équipe Lyra, en fait, elle utilise beaucoup les fixations extérieures pour faire sortir les joueuses et trouver la pivot à l'intérieur. Donc stratégiquement, moi je me serais plutôt en position de piéger en fait les trajectoires du bal, parce que je rappelle quand même que après des ball, il n'y a pas de contact. Donc c'est un maximum de piéger les joueuses balle en main pour essayer de les faire penser qu'elles peuvent passer la balle à la pivot et se remettre dans la trajectoire de balle avec une opposition avec le bras à la main sur la pivot. Il va falloir assimiler, essayer de faire ça, parce que il est fort à penser, puisque ça a été les circuits de passes qui ont fonctionné pour la team Lyra, pour rester au contact de l'équipe de France, et peut-être pour égaliser. On va peut-être avoir droit à ce fameux but en or. Hein. On rappelle qu'à la fin d'un set, si on est à égalité, bien c'est le but en or. Il y aura un nouvel entre-deux, et pour une équipe à marquer, remporte le set. 360, pas d'exploit pour Hélène Falcon. Eh bien, nouveau temps mort, cette fois-ci posé par Marion Limal et Paul Maurice. Les équipes, l'une après l'autre, posent des temps morts pour essayer de proposer des situations sur cette fin de mi-temps, plutôt, je pense, stratégique. Et on va voir on a vu la stratégie de Lyra sur ce dernier but. On va voir la réponse de l'équipe française. Il peut y avoir la balle de 7, et donc le shoot-out à suivre. Il reste suffisamment de temps, 8 secondes avec ce terrain, avec la supériorité numérique dont on a parlé tout à l'heure. Ça laisse largement de latitude. On va aller chercher le tir à 1 point ou pas? À 26, on peut aller chercher le tir à 1 point. Et je dirais même, pour assurer le coup, essayer de mettre une stratégie en place pour que ça soit la spécialiste, donc la joueuse qui a le maillot différent sur le terrain, mais qui a quand même la même couleur que la gardienne de but, pour essayer de pouvoir marquer. D'ailleurs, c'est elle qui va faire d'ailleurs la relance, la spécialiste. Ouais. C'est on fait la passe, qui va certainement être à la fin, à l'arrivée de cet enclenchement, avec cette passe pour Owen Follet. C'est ce qui s'est passé, exactement. Ouais, c'est bien lu, bien décrypté, bien anticipé et bien réalisé. Évidemment, ça devait être sans doute le discours des coachs de l'équipe de France durant le temps mort, et c'est un peu plus jouissif quand c'est appliqué dans les secondes qui s'en suivent. Allez, le voici ce fameux but en or, avec l'entre-deux entre Christine Mansour et Thaïs Vigourou. C'est l'américaine qui récupère le ballon, qui va arriver dans la zone de la gardienne portugaise. Allez, sortir une belle défense. Dans quel cas, ça ferait 2-7-0 pour la team Lyra. Avec Nathalie. Allez, c'est fait. Le tir à 1 point. Alors, non, pas à rougir de la défaite. L'équipe de France qui perd de 7-0, 20-16, 27-26. Mais encore une fois, on est dans un tournoi de démonstration et un tournoi de travail pour l'équipe de France. Et là, même s'il y a défaite sur le papier, il y a beaucoup de choses qui ont été acquises. Oui, beaucoup de choses qui ont été acquises. J'ai beaucoup aimé la stratégie de fait de jeu, parce que ça devrait se représenter sur les compétitions. Hein. C'est des choses à travailler.
Et comme je l'ai dit pendant le match, l'équipe de l'IRA, c'est vraiment, il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience. Et donc, ça devrait aider justement nos jeunes Françaises à pouvoir continuer à élever leur niveau de jeu sur le beach handball en ayant une opposition de qualité comme on a pu voir ce soir. Ouais, c'était le discours qu'on avait pu avoir avec Paul. Hein. C'est vrai que au départ, quand l'équipe était en train de grandir, il a récupéré chez les garçons et puis même chez les filles. Eh bien, on avait souvent les mêmes adversaires, la Pologne et d'autres nations du type. Et après, ils se sont dit bon, si on veut progresser, eh bien, on va souvent faire des oppositions face à l'Allemagne, notamment. Hein, chez les filles, sont championnes du monde en titre. La Croatie chez les garçons, bien essayer bien d'avoir ce type d'adversité. Même si on prend des valises dans un premier temps, eh bien, on essaye de gommer et de réduire le gap qui existe. Ouais, je pense que c'est la bonne stratégie, sincèrement. En plus, ici, je le redis encore, je remercie la Fédération française de handball, on est en France. Et je remercie aussi les joueuses étrangères d'être venues sur ce plateau parce que j'imagine que j'ai pu aller aussi à la plage ou en vacances à cette période. Mais non, elles sont vraiment là, pour protéger les garçons et les filles. Voilà, je tiens à le dire, une opposition de qualité pour que nos équipes de France puissent continuer à progresser, continuer à grandir sur ce beach handball mondial. On voit la photo de la fin là, qui je pense sera quand même gravée quand même avec quand on voit la qualité des joueuses et de nos jeunes pousses qui vont continuer à progresser. Des paroles pleines de sagesse. Merci, mon cher Patrice Annonay. C'est un gardien emblématique du Paris Saint-Germain, entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain. Et donc, il s'est essayé combien de temps qui a duré au beach? Alors, j'ai fait pendant 3 saisons, j'ai été capitaine de l'équipe de France de beach handball. J'ai 3 ou 4 euros à ma participation. Et donc, j'ai arrêté ma carrière l'année dernière à 42 ans. J'ai joué encore une année, donc j'ai dû arrêter le beach à 43 ans. Donc, messieurs, mesdames, c'est encore possible. Voilà. En tout cas, voilà, des personnes comme toi et tant d'autres sont, même les joueuses en activité, sont les premiers ambassadeurs. Tu disais, ces joueuses de renommée, joueuses de renommée mondiale du beach ont accepté avec plaisir de venir à participer à ce showcase. Bien sûr, c'est un sentiment quelque part de participer aux Jeux Olympiques en espérant que ces disciplines le soient parce que c'est le but aussi. On avait vu les représentants de l'IHF qui étaient là. Donc, c'est le but. En tout cas, on a vécu une deuxième très belle journée de beach handball avec le soleil, avec une belle victoire de l'équipe de France. Et puis aussi, moi, j'ai été ravi d'avoir des illustres consultants à mes côtés dont tu fais partie. Merci à toi, Patrice, et belle soirée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, on se donne rendez-vous comme les 2 premiers jours à 11h, dès 11h avec 8 matchs encore au programme. Merci au moins technique d'AFP, à Marco, à la réalisation, à Maxime Marion, à l'édition. Je se retrouve demain avec le plus grand plaisir, avec le sourire et avec le soleil. Salut et belle soirée.